Bonsoir. Bonsoir. Je ne connais pas de moment qui ne soit pas heureux avec vous, mais je dirais que celui que nous allons maintenant connaître est toujours chaque année marqué d'une intensité particulière, pour 3 raisons. D'abord parce que je vais avoir l'honneur de décerner le prix Augustin Thierry. Ensuite, parce que nous entendrons notre présidente en dialogue avec Marc Lazare. Et enfin, parce que, sauf accident, je vous annoncerai le thème de l'année prochaine. Mais pour commencer, c'est un bonheur pour moi de saluer Manon Pignot, qui voudra peut-être bien me rejoindre. J'aspire en tout cas à cette proximité. Puisque c'est à vous, cher Manon, que le petit groupe des organisateurs de ces rendez-vous, réunissant leur amitié, leur confiance et leur lucidité, ont décidé de vous célébrer cette année, après d'autres auteurs prestigieux, sous le titre d'Augustin Thierry, dont chacun sait la place qu'il a dans la mémoire de Blois et aussi dans la mémoire de l'historiographie française. Donc, vous écrivîtes un livre. Absolument. Voilà bien une originalité. Mais celui-là est hors de pair. Il est vraiment hors de pair, car j'aurais voté, franchement, je pense que je n'aurais pas été un vote différent. No dissent. Je pense que chacun pourra apprécier, tous vos lecteurs ici représentés, sauf un ou deux que je vois réticents, mais très peu nombreux, auront le goût de lire L'appel de la guerre, des adolescents au combat. Vous êtes un enseignant reconnu, vous avez même été à l'Institut universitaire de France, junior naturellement, et vous enseignez à l'université d'Amiens, et en dépit de tout ce que vos étudiants requièrent de votre amitié et de votre compétence, vous arrachez des moments, vous n'êtes pas tout à fait la seule, nécessaires pour écrire et pour réfléchir à l'histoire. Et vous avez choisi un angle qui est extraordinairement séduisant et neuf. Vous vous êtes dit, vous me confirmerez peut-être, ou vous m'infirmerez, ce sera votre liberté. Vous vous êtes dit qu'il serait rudement intéressant, à propos de la guerre, nous avons vécu tous le centenaire, l'anniversaire, de se demander comment les adolescents ont vécu ces moments de traumatisme, quoi cela les a marqués, influencés, et ce que cela a voulu dire par leur truchement de vie civique ultérieure. Vous aviez déjà commencé, il y a déjà quelque temps, vous deviez être en barboteuse. C'était en 2011. Vous avez écrit un très beau livre au Seuil qui s'appelait « Allons enfants de la patrie ». Vous étiez déjà intéressé à cette grande question et maintenant vous venez de réitérer avec un angle peut-être plus international, sûrement plus international, avec ce très beau livre « L'appel de la guerre, des adolescents au combat, 1914-1918 ». Vous n'êtes pas franco-centré, même si vous avez pris un certain nombre de cas individuels que vous suivez avec un mélange de distance et d'affection. En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on est votre lecteur. Oui. Pour l'instant, elle ne me contredit pas, je vous en sais gré. Vous ne prendrez pas ce risque, naturellement. Pas avant que je vous remette... Il y a un très bon chèque. Je suis prêt à toutes les éventualités. On m'a dit qu'à la fin de nos rencontres, j'avais le droit d'être un peu potache. Alors, c'est vous qui en souffrez. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc, je suis très content de célébrer ce livre qui est vraiment passionnant et de célébrer aussi, vous me permettrez de le dire en passant, cette jeune maison d'édition, Anna Mozart. Vous allez dire à tout le monde, si vous voulez bien, dès maintenant, ce que ça veut dire. Ça veut dire « je marche avec toi » en langue cheyenne. Eh bien, avec toi, lecteur, public, amateur de sciences humaines et sociales. C'est Chloé Patek, ici présent, qui a eu la vaillance de lancer cette nouvelle maison d'édition. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Elle y met une énergie, un enthousiasme et une dilection spécifique pour les choses importantes que j'ai eu l'occasion d'observer. Bravo, merci, courage. Cher Manon, je n'en dirai pas davantage. C'est vous qui allez nous expliquer quelles ont été vos intentions, vers quoi ces intentions vous ont conduit. Et peut-être vous direz, parce que nous en sommes gourmands, dans quelle direction maintenant vous allez continuer de travailler. En tout cas,
Voilà un très beau livre. On a envie tout de suite de le voir décliner à la télévision, en film, en bande dessinée. Peut-être en bande dessinée. Tout, oui, au théâtre, enfin, etc. Donc, je vous donne la parole en vous redisant, cher Manon, à quel point nous sommes heureux et fiers de vous distinguer de la sorte devant ce public qui n'est pas négligeable. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Comme vous voulez. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais évidemment, Monsieur le Président, vous remercier le jury, remercier l'ensemble des rendez-vous de l'histoire de Blois, parce que pour un historien ou une historienne, c'est évidemment une reconnaissance inestimable, je crois, d'être primé ici. C'est toujours c'est un honneur, mais c'est aussi un plaisir de participer au rendez-vous de l'histoire et de venir à la rencontre de ce public qui, comme vous le disiez, n'est pas n'importe quel public et qui est, on en parlait avec Marc Lazare à l'instant, voilà, qui nous offre une attention et une écoute que l'on rencontre rarement, il faut bien le dire, quand on sort de nos universités, et même dans nos universités d'ailleurs, avec nos étudiants. Et donc voilà, c'est effectivement un livre sur la Grande Guerre, par la marge, par des détours. Et donc, c'est la première raison pour laquelle je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix Augustin Thierry, c'est que quasiment un an après la fin du centenaire, eh bien, on peut encore faire des livres sur la Grande Guerre. La Grande Guerre n'est pas encore tout à fait morte et j'en suis ravie. Et donc, c'est la première raison pour laquelle je vous remercie. La deuxième raison, c'est que je vous remercie d'avoir primé un livre d'historienne, puisque vous le savez, hein, voilà, nous essayons de prendre notre place collectivement et individuellement. Et donc, je le reçois aussi en tant qu'historienne, ce prix, et je vous en remercie. Et puis, Jean-Noël Jeannet m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais la recherche historique, mais non, il vaut mieux le dire deux fois. La recherche historique, c'est souvent un chemin solitaire, mais pas toujours. Et parfois, je suis du coup un petit peu émue, on a la chance de rencontrer des gens qui nous accompagnent et qui travaillent avec nous et qui nous soutiennent et qui nous aident à aller au bout du travail d'écriture. Et moi, j'ai cette chance avec mon éditrice qui s'appelle Chloé Paté et les éditions Anamosa. Et je vous remercie d'avoir primé ce livre-là des éditions Anamosa, parce que c'est une jeune maison d'édition indépendante, ambitieuse et qui ira loin. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà, merci infiniment. Et voici maintenant l'avant-dernier moment de cette séquence ultime, un moment extrêmement précieux, puisque nous avons le plaisir de donner la parole à Teresa Cremisi. C'est l'occasion de dire coram populo, vous savez qu'on parle latin de temps en temps ici, de dire devant tous ici à quel point nous vous savons gré, chère Teresa, d'avoir accepté d'être cette année la présidente de cette édition de notre cher festival. Vous étiez évidemment destinée à cela, même si vous ne l'aviez pas absolument prévu. Vous étiez faite pour être notre présidente. Votre destin, votre itinéraire vous y préparait. Petite fille d'Égypte qui est partie, comme un certain nombre d'autres, en conséquence de la crise de Suez de 1956, vers l'Italie. Et c'est évidemment en tant que franco-italienne que nous vous avons sollicité, puisque vos études, vous les avez faites du côté de Milan, en Italie, et que vous avez très tôt pris... et je dis quelque chose qui les a blessés. Que vous avez très tôt... Je reviens au sérieux de la description d'un itinéraire qui mérite d'être salué. Chère Teresa, vous avez très tôt pris une place importante du côté du journalisme et surtout de l'édition en Italie. Et puis le destin, il y a toujours une part de hasard qui se mêle à la volonté,
vous a conduite à Paris et vous a fait, au bout de quelque temps, celle qu'à Gallimard, on appelait parfois le Premier ministre, supposé qu'il y ait un président. Vous avez joué un rôle essentiel pendant longtemps à la tête de cette maison très prestigieuse qu'est Gallimard, et on a commencé de vous connaître, de vous apprécier, de vous saluer dans le mode de l'édition et de savoir quelle était l'efficacité de votre compétence et le discernement de vos choix. Et cela vous a installé dans une situation très particulière au cœur de tous ceux qui s'intéressaient à ce monde essentiel qui pour nous est l'édition. Et puis à un moment donné, certains ont été surpris, mais pas ceux qui vous aiment et qui vous apprécient. Vous avez été chargé d'être le numéro 1. Je pense que ce n'est pas désagréable quand on a été très longtemps le numéro 2, de se retrouver le numéro 1, mais enfin, je n'en sais rien, à tête de Flammarion. Flammarion, dont vous avez continué de faire, et plusieurs de vos collaboratrices sont ici, ou collaborateurs et collaboratrices sont ici présents, et peuvent en témoigner mieux que moi, en faire une maison qui a été florissante, efficace, et qui a pris une place vraiment majeure dans le mouvement des idées, de la connaissance, roman aussi, sur la place de Paris et au-delà, parce que vos ouvrages ont été abondamment traduits. Et puis, à un moment donné, vous avez pris quelques distances, tout en restant très directement lié à la vie intellectuelle. Vous avez même marqué beaucoup d'intérêt pour le cinéma, puisque vous avez présidé pendant un certain temps la commission d'attribution comment ça s'appelle, enfin, bref, donner de l'argent au cinéma pour lui permettre de mieux vivre. C'est ça, des recettes. Avance sur recettes, voilà. Et cela vous a confirmé que votre curiosité allait bien au-delà. Puis, vous êtes très discrète, mais en même temps, à un moment donné, vous avez cédé à la tentation de nous parler de vous-même, même si vous avez appelé roman le livre qui a été très apprécié, qui s'appelle La Triomphante. Vous n'avez pas dissimulé qu'il y avait une large part d'autobiographie. Et du coup, ça nous a permis de mieux vous connaître, comme nous vous connaissons de façon plus fragmentaire dans votre précieux feuilleton du journal du dimanche, chaque semaine. Enfin, La Triomphante, c'est vraiment très bien. Et c'est, pour ceux qui avaient l'impression de vous connaître, ça a été la lecture de ce livre, une occasion oui, d'être plus profondément informé et par conséquent plus profondément attaché à ce que vous êtes de spécifique et à nos yeux de tout à fait remarquable. C'est pourquoi vraiment nous allons vous écouter avec un grand intérêt. Nous allons vous écouter avec un grand intérêt et avec Marc Lazare, puisque Marc Lazare a accepté, dans un deuxième temps après votre propos, de dialoguer avec vous. J'ai déjà eu l'occasion vendredi de dire à Marc combien nous lui sommes redevables pour le rôle qu'il a joué dans la préparation de cette édition. Il est directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, une excellente maison à laquelle je continue à porter quelque affection. Et surtout, il est un truchement fondamental, comme il y en a dans chaque génération, entre les peuples d'Europe, entre la France et l'Italie. Et nous savons, mois après mois, année après année, je dirais pas jour après jour, à quel point son action intellectuelle, culturelle est précieuse, comme il a été très précieux pour la préparation de cette rencontre dont vous avez tous profité. J'avais envie de le dire en public parce que je lui porte beaucoup d'amitié. Voilà, maintenant... Alors, tout d'abord, merci Jean-Noël. En ce qui concerne mon arrivée en France en 89, Jean-Noël, je vous corrige, ce n'est pas le destin, en tout cas pas le destin tout seul. C'était vraiment la volonté de venir en France et de faire partie de ce pays. Donc, je n'ai pas abandonné l'Italie par ailleurs, mais... je me suis trouvée dans une situation inconfortable dont le court récit que je vais vous faire ce soir, récit très personnel, vous fera sentir à quel point il est inconfortable d'appartenir à deux patries, à la fois si proches et si différentes. Vous voyez cette image qui nous a accompagnés pendant ces merveilleuses journées des rendez-vous de l'histoire,
Eh bien, un ami italien à qui j'avais filé le catalogue avec beaucoup de fierté m'a demandé ce que je pensais de cette photo, qui est sur toutes nos affiches, sur les invitations, sur nos mails. Fontana di Trevi, Neptune, de jolies bonnes sœurs, le soleil, la joue rebondie d'une très jeune religieuse. Et il m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai essayé de lui dire la vérité, c'est que je trouvais l'image joyeuse, que je trouvais qu'elle évoquait bien l'Italie, mais je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Les Italiens, quand ils sont un peu en colère ou pas très contents, ne vous laissent pas la parole. Donc je n'ai pas eu le temps de répondre. Il est très cultivé, il est mélancolique, et il a argumenté avec beaucoup d'impatience, sans attendre que je m'exprime. Mais non, l'Italie, c'est pas ça. Ça suffit des clichés. Puisque tu es invité, il faut que tu leur dises. Ça suffit des clichés, on en a marre. C'est pas une vision Fellini années 50 qui va nous représenter. Nous sommes un pays très, très compliqué. Et puis, tu les vois, les bonnes sœurs dans la rue, il n'y en a plus. Plus du tout. La religion n'est plus du tout au centre de la politique culturelle ni politique du pays. Et puis la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, c'est la Dolce Vita. Aujourd'hui, la Fontana di Trevi, on ne peut pas la photographier. Il n'y a que des transenne. Les transenne, c'est les petites barrières amovibles qui sont partout. Et puis, il n'y a que des touristes. Et puis, c'est vulgaire, il y a des poubelles. Donc, on ne peut pas. C'est un faux. C'est un faux. Tu vas à Blois et tu vas cautionner un faux. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai dit que c'était une très belle image qui nous avait fédérés, mais je ne l'ai pas convaincu. Vous savez, parmi les choses qu'il m'a dites, qu'un homme en colère peut dire, il a dit une chose très juste. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, la Dolce Vita ne pouvait pas représenter l'Italie. Un peu Rome, à un moment donné, mais l'Italie est si diverse qu'elle ne peut pas être représentée par une image. Et au fond, tes amis du rendez-vous de Blois, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Toute image choisie n'aurait pas été la bonne. Donc peut-être qu'il faut les pardonner. Donc il avait tout fait tout seul, la colère et le pardon. Je rebondis sur un de ces mots, la diversité. C'est une notion que les Français qui aiment l'Italie ne prennent pas suffisamment en compte. Ils croient que tout pays a sa diversité, que c'est comme cela partout, qu'au nord, on n'est pas comme au sud, que vivre à Lille ou à Marseille marque un caractère, que naître à Bordeaux ou à Strasbourg signifie quelque chose, et que donc, en Italie, c'est pareil. Naples n'est pas Venise, et ainsi de suite. Tout le monde sait que les différences géographiques et le lieu de naissance et le lieu d'appartenance marquent une vie. Sauf qu'en Italie, c'est différent. C'est beaucoup plus marqué et dans beaucoup plus de domaines. C'est beaucoup plus profond. J'ai un souvenir personnel qui remonte à l'enfance. Quand à la fin des années 50, nous arrivions et nous débarquions à Naples en provenance d'un port d'Orient, on ne voyait pas de vraie différence avec le port de départ. Et même le port de départ apparaissait plus ordonné, mieux adapté au nouveau trafic de l'après-guerre. Les cris des marins, des porteurs, des marchands de toutes sortes qui vous accueillaient à Naples ne ressemblaient à rien de connu, même pour ceux des passagers qui comprenaient la langue italienne. 200 kilomètres plus loin, en remontant la péninsule par des routes nationales horriblement encombrées, l'Autostrada del Sole, qui a tant fait pour l'unité du pays, n'était pas encore construite. On se retrouvait à Rome et les mots, l'accent, les gestes, tout était différent. C'est encore aujourd'hui une expérience merveilleuse en Italie, la parcourir en voiture. Tous les 30 kilomètres, une ville ou un bourg fascinant de beauté ou d'intérêt historique, des signes tout à fait invisibles du passage du temps,
une langue qui s'adapte et qui se diversifie tous les 50 kilomètres. Mais dans l'après-guerre, l'époque Fellini à laquelle fait référence la photo qui nous a accompagnés, le morcellement paraissait inouï. Le pays était constitué de tout petits bouts de terre qui n'avaient que peu en commun avec le petit bout d'à côté. On racontait que pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, où tant de jeunes soldats vécurent des mois affreux, les officiers eurent un problème supplémentaire. Ces jeunes hommes ne parlaient pas la même langue, ne comprenaient pas toujours les ordres qui leur étaient donnés. Des films ont raconté le terrible dépaysement à l'intérieur d'une même nation. Une nation trop jeune qui n'était pas en mesure d'assumer le rôle de figure maternelle et protectrice pour une population qui avait vécu pendant des siècles à l'intérieur d'un puzzle. Un puzzle façonné par des logiques historiques contradictoires et à peu près inexplicables. Des films comiques racontaient le désarroi, le sentiment, on disait, d'estraneïta, d'exil de l'intérieur. Pardonnez-moi, je me perds. Et un film en particulier, Totò e Peppino a Milano, racontait ce sentiment de bizarrerie. Le voyage durait presque une journée à l'époque. Totò et Peppino arrivent à Milan. Ils en attendent beaucoup. Ils se sont préparés psychologiquement pour ce grand voyage. Ils se sont habillés pour la ville inconnue. En plein été, ils descendent sur le quai, enveloppés dans des manteaux en fourrure, des écharpes et des toques en fourrure, comme s'ils devaient affronter l'hiver moscovite. Bref, je résume. On était en exil. Si né sicilien, on devait travailler à Florence. Si parlant le vénitien, on émigrait à Rome. Si milanais ou turinois, on descendait en dessous d'une ligne imaginaire qui se situait entre la Toscane et le Latium. On disait aussi dans les 12 années de l'après-guerre que la télévision naissante avait joué un rôle très important pour construire l'unité linguistique de l'Italie. C'était des programmes populaires, un peu naïfs, bon enfant, extrêmement aimés dans toutes les classes sociales. Peu de familles avaient leur propre appareil. Dans les petites villes, les cafés s'étaient équipés. On sortait le jeudi soir pour voir La Raddoppia. On traînait au bar jusqu'à l'heure du journal télévisé. Une langue claire, simplifiée, devint fédératrice. Ceux qui gardaient leurs inflexions et leurs dialectes apprenaient sans douleur à parler aussi la langue du pays qui était en plein boom économique et arrivaient finalement, surtout, à comprendre cette langue. Ces anecdotes, ces références au cinéma, aussi bien grand public que cinéma d'auteur, je ne les évoque que pour vous faire sentir à quel point l'Italie est marquée par son histoire morcelée, à quel point le citoyen d'une nation centralisée comme la France doit se dépouiller d'idées toutes faites pour comprendre un pays qui est fait d'éléments assemblés sans préparation et assemblés il n'y a vraiment pas si longtemps. 2 terribles guerres mondiales ont ébranlé le plancher de cette maison Italie, alors que la construction de la nation n'était pas encore consolidée. Ma vie d'éditeur est divisée en 2. Pratiquement tout en moi est divisé en 2. Donc, comme ça, c'est un destin. Première moitié en Italie, deuxième moitié en France. En 86, je suis en Italie. Je travaille chez Garzanti et j'ai la chance de m'occuper des livres d'Alberto Arbasino. Un jour, il m'apporta un livre très personnel et très inspiré, dont le sujet était l'Italie et dont le titre était frappant. Un paese senza. Il n'y avait pas de complément. Il n'y avait pas de point de suspension. C'était 3 mots abrupts. Un pays sans. Comme une falaise qui tombe dans la mer. Après les pages de garde et de titres, à l'intérieur, en ouverture du texte, s'inscrivait une longue comptine, plutôt une litanie, une mélopée désespérée, peut-être ironique.
Je vais vous la lire en italien, elle est peu connue en France et vous comprendrez sans difficulté cet italien et peut-être que la langue adoucira ce propos. Un paese senza memoria, un paese senza storia, un paese senza passato, un paese senza esperienza, un paese senza grandezza, un paese senza dignità, un paese senza realtà, un paese senza motivazioni, un paese senza progetti, un paese senza testa, un paese senza gambe, un paese senza conoscenze, un paese senza senso, un paese senza sapere, un paese senza sapersi vedere, un paese senza guardarsi, un paese senza capirsi, un paese senza avvenire. La litanie finissait avec un point d'interrogation. Un paese senza avvenire, un pays sans avenir. L'espoir, le seul petit espoir, reposait sur ce point d'interrogation. J'avais demandé à Alberto Arbasino s'il ne trouvait pas que ce très long cri exagéré n'était pas trop fort pour ses lecteurs. Il m'avait répondu que c'était un cri de patriote, qu'il fallait regarder les choses comme elles étaient pour tenter d'y remédier. Plus tard, il s'engagea en politique dans un parti centriste qui n'existe plus, qui s'appelait le Partito Repubblicano. L'année suivante, Claudio Magris fit la même chose, avec conviction et énergie. Le désir de servir leur pays, de ces deux grands intellectuels, ne fut ni remarqué, ni applaudi, et leur expérience n'eut qu'un temps très bref. Ils avaient eu un prédécesseur illustre en la personne de Pierpaolo Pasolini. Pasolini a écrit avec assiduité un éditorial qui trouvait sa place en première page du Corriere della Sera. Ces textes ont ensuite formé un livre acerbe et combatif sous le titre si beau de Scritti Corsari, écrit corsaire. Et dans ces textes, avec cette fureur et cette indignation qui caractérisaient son ton, il fustigeait la vie sociale et politique italienne. Il se moquait de sa bourgeoisie, qui tout juste sortie des brumes, donnait des leçons de maintien au peuple, à ce petit peuple qui, d'après lui, était le cœur vaillant du pays. Il y a une dépression italienne qui étreint le cœur des élites. Une dépression si particulière à laquelle je trouve des racines anciennes. C'est un peu dur pour moi de rappeler tout ça. Les journées qu'on vient de passer ensemble ont célébré le génie italien dans toutes ses facettes. Et on dit à quel point France et Italie étaient proches, un peu séparés, mais quand même proches, des vraies sœurs, et surtout proches culturellement. Je me sens toutefois obligée aujourd'hui de raconter les tourments de ces fils les plus talentueux, de ces écrivains, de ces essayistes, de ces polémistes italiens qui ont souffert. C'était ceux qui l'aimaient, ce pays, profondément, mais ceux qui lui en veulent d'être comme elle est. Ceux qui parfois, en lisant les actualités, en ont honte, mais qui savent qu'éprouver de la gêne, de l'énervement, ou même de la honte pour un être aimé, c'est tout simplement l'aimer, malgré tout, et malgré ses réalités. Je crois que le vers le plus terrible de cette comptine d'Arbasino est le premier. Un paese senza memoria, un pays sans mémoire. J'y vois et j'y lis l'inévitable épilogue d'une longue, interminable série de siècles de division, de drames historiques, de précarité. Cette Italie parcourue par des armées étrangères pendant des siècles, dévastée par les maladies, mise à genoux par la famine et la pauvreté dans les campagnes. Même les chiens aboyaient à la lune en pensant que c'était un plat de polenta, dit Cesare Pavese dans La Luna e i Falò.
et on comprend certains traits du caractère national. Affligé, mais joyeux, mélancolique, mais volontiers hilar. Le caractère de ceux qui doivent faire avec la vie de tous les jours, sans projet à long terme, et donc sans regarder au-delà de la journée et de ses plaisirs. C'est là la source de l'absence revendiquée de principes affirmés. À chaque jour sa peine. Ne venez pas me dire comment il faut vivre. On profite du moment. On embrasse son prochain, pourquoi pas. On rit tant que cela est possible, le plus possible. On ruse avec la vérité. On pratique une politique personnelle de l'autruche. Les problèmes, ce sera pour demain. Et d'ailleurs, c'est la faute de ceux qui ne nous aiment pas. Cette mélancolie est chassée tous les jours par un goût du comique. Comique appuyé et souvent vulgaire, qui fait les belles soirées de la télévision, aussi bien publique que privée. Mais la dépression est cachée au fond de l'âme italienne et, comme je vous l'ai dit, elle a été exprimée avec dureté par certains intellectuels. Elle est anesthésiée et niée dans la vie de tous les jours parce qu'il faut bien. D'après Philippe Ridet, qui a écrit un livre tendre et profond sur son expérience de correspondant à Rome du Monde, elle est composée d'un fond de mélancolie et de fatalisme peut-être propre aux vieux pays déclassés. Je cite encore Ridet. « Rien ne peut se passer à Rome qui ne soit déjà advenu. La fin du monde a déjà eu lieu, et plusieurs fois. On s'en remet. » Je vous conseille ce livre. Il est à la fois tonique et très profond et très intelligent. Mais on vit bien en Italie. Il y a un goût particulier pour les belles choses, une gentillesse inventive, une créativité linguistique charmante et une population d'artistes et d'érudits un peu isolés dans leur propre pays, mais tellement originaux. Cette qualité humaine survit et surnage. Dans des mares de vulgarité, sans complexe, fleurissent souvent des plantes uniques et précieuses. Et elles ont bien du mérite. Elles ont bien du mérite dans ce pays où les tremblements de terre se succèdent, suivis de glissements de terrain. Les ponts routiers s'écroulent sur les quartiers urbains. Les bateaux de croisière se défoncent sur les récifs. Les récits de scandales et de corruption prennent à la gorge. La mafia conquiert de nouveaux territoires et son chiffre d'affaires augmente d'année en année. Les jeunes diplômés s'en vont à l'étranger et ne reviennent plus. La population vieillit. Sur les trottoirs, les poussettes sont remplacées par les déambulateurs. On pourrait continuer longtemps et pas un seul citoyen italien ne pourrait nous contredire. Mais, c'est étrange, mais tout à fait miraculeux, la vitalité de ce pays saute aux yeux. Ses îlots de solidarité, sa force de résistance sont stupéfiantes. Une capacité d'adaptation très remarquable permet des rétablissements spectaculaires. Et cela dans la plupart des domaines. Un domaine que je connais de près est celui de l'édition. Dans un pays qui lit peu, l'Italie a à peu près la même population que la France, 65 millions d'habitants. Le chiffre global de l'édition est la moitié du chiffre de l'édition française. 3,5 milliards en France, 1,8 milliard environ en Italie. Les librairies au sud de Rome sont très peu nombreuses. Le travail de l'écrivain n'est pas du tout valorisé comme il l'est en France. Mais les maisons d'édition ont des catalogues exceptionnels, très exigeants. Et graphiquement, les livres italiens sont parmi les plus beaux au monde et la littérature mondiale y est accueillie avec des traductions d'une qualité toujours excellente. C'est vrai que c'est un secteur, l'édition, culturel, où l'investissement est relativement pauvre. Il n'est pas nécessaire de mobiliser d'énormes capitaux pour faire de bons livres. Ce n'est pas le cas pour les secteurs où il faut vraiment investir, comme le cinéma. Adieu donc Cinecittà,
Adieu les 3000 films tournés dans la banlieue de Rome qui ont donné au pays un rayonnement mondial et ont été pendant des années de tous les palmarès. Les jupettes, les casques des soldats romains, les gladiateurs en chaîne qui prenaient des espressos costumés et maquillés au bar du coin, Audrey Hepburn en motorino dans les rues de Rome, tout cela ne se retrouve plus qu'en carte postale. Ces dons d'adaptabilité ont été pendant des siècles un capital précieux pour ceux qui étaient contraints d'émigrer. Et ils le sont pour les jeunes gens qui partent aujourd'hui faire leur vie ailleurs. J'ai un chiffre que j'ai vérifié, 120 000, 130 000 jeunes gens partent tous les ans depuis 4 ans. De ces 120 000, 70-80 000 sont des surdiplômés. Il y a comme une aptitude italienne à partir et à s'installer sans trop de casse humaine dans d'autres pays. Marco Polo serait fier de ces jeunes gens qui partent un ordi dans leur sac à dos et beaucoup de détermination dans leur cœur. Partout, dans les multinationales, la restauration, la mode, les universités, les cabinets d'avocats, de médecins, vous rencontrerez des Italiens qui vivent ailleurs, mais qui se sentent comme chez eux et qui, la plupart du temps, ne rentrent en Italie que pour les vacances. Cet esprit Marco Polo a donné des résultats uniques dans les petites et moyennes entreprises. Des petits patrons ont occupé pendant des décennies des niches de produits très spécialisés et les ont exportés dans le monde entier. Ils partaient, leurs valises chargées de dessins et de documents, de l'autre côté de la planète, sans aide aucune de leur environnement local et toujours sans encouragement de la part des autorités nationales. Ils inventaient des marchés, créaient des produits uniques, bien conçus, et les adaptaient aux pays acheteurs. Il leur fallait de l'esprit d'initiative et du courage. Ce sont 2 qualités qui ne manquent pas aux entrepreneurs italiens. Brodel a fait un portrait admiratif de ce qu'il appelle le marchand italien dans un livre qui s'appelle « Le modèle italien ». On ne cesse au hasard, je cite Brodel, on ne cesse au hasard de n'importe quelle lecture ou recherche d'archives de découvrir cet étrange, ce tenace, cet intelligent personnage, détesté souvent, suspect parfois, toujours indispensable. Mais ce modèle qui a traversé des siècles, si loué à l'étranger et qui faisait en particulier la fierté des régions du Nord, vacille aujourd'hui. Sans soutien dans les périodes de crise, l'arrivée de l'euro a provoqué la première d'une série de crises. Les unités de production deviennent trop petites devant la concurrence, en particulier asiatique. Ces PME souffrent, copiées, attaquées de toutes parts et non protégées dans leur propre pays. Et presque 30% d'entre elles ont disparu en 20 ans. Être italien n'est pas facile. Vous l'avez compris, tout Italien qui aime et observe la vie politique de son pays passe à travers plusieurs phases contradictoires dans la même journée. Je parle pour expérience. Il se réveille guilleret, content et fier. Il sombre dans la mélancolie à la mi-journée et pour finir en colère dans la soirée. Difficile pour un Italien de se définir collectivement. Difficile d'adhérer aux définitions des autres. Et si les autres sont des Français, cela prend des allures de tragicomédie. Les journaux italiens sont plus que friands des opinions françaises sur leur société et sur leur vie politique, pour ensuite trouver qu'elles sont vraiment à côté de la plaque, que ces Français ne comprennent rien, que ce qui se passe n'est pas du tout ce qu'analyse Le Monde ou Le Figaro. Mais il faut dire que peu de pays sur cette planète sont aussi difficiles à cerner. Il suffit parfois de s'absenter un mois, de partir au bout du monde, sans journaux, en faisant autre chose au loin, peut-être des vacances, pour ne plus vraiment comprendre quand on revient en Italie ce qui se passe. Un tel qui avait 42% des suffrages a disparu du panorama. Les mêmes 42% se sont reportés ailleurs, mais dans 12 mois, on peut être sûr
que les 42% se diviseront en 20% d'un côté et en 22% de l'autre, et que la ronde va continuer. Même les mots ne seront plus les mêmes. Entre-temps, des néologismes auront envahi les journaux télévisés. Et après une brève absence, on ne comprendra plus les motifs d'excitation des journalistes télévisés. Pour ne pas y perdre son latin, il faudrait raisonner à partir de données solides, se fier à la géographie, aux statistiques. Si vous aimez l'Italie et si vous voulez vous détacher des clichés mandoline et pizza et renoncer aux stéréotypes, il y a des moyens pour cela. Donnez un coup d'œil aux unes des journaux, c'est facile, ça ne coûte rien par Internet. Procurez-vous un livre qui vient de sortir, l'Atlas de l'Italie contemporaine chez Autrement, page après page, avec un texte tout à fait limpide et tout à fait factuel. Vous verrez se dessiner une photographie de ce puzzle. Il n'y a ni sentiment ni parti pris dans ce livre. Il repose, il instruit. C'est un instantané d'aujourd'hui, un instantané à facettes. Vous verrez sous vos yeux se révéler un pays berceau de l'héritage occidental que des siècles d'histoire tumultueuse ont piétiné. Des siècles d'occupation espagnole, française, autrichienne et autres. Un pays dont les institutions subissent une défiance généralisée et qui, de temps en temps, dans un grand soupir, paraît renoncer à exister dans le paysage géopolitique mondial. À quoi bon? Nous n'avons pas d'ENA, vous diront les Italiens, pour vous faire remarquer à quel point l'administration est ou absente ou écrasée par une bureaucratie tatillonne et paralysante. Soviétique, m'a dit un bon connaisseur de l'ex-Russie. Les Italiens se sentent incompris. Ils constatent qu'ils sont aimés, et en particulier des Français. Il y a un sondage Ipsos tout à fait récent qui dit que à plus de 60%, les Français trouvent les Italiens extrêmement sympathiques. Mais ils savent qu'ils sont moins aimés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'on imagine qu'ils sont. Et à partir de stéréotypes qu'ils trouvent lassants, parfois humiliants. Et cela provoque une colère ironique et réveille une espèce de syndrome que j'appelle, mais que j'ai vu d'autres appellent, un syndrome à la Calimero. Vous savez, le petit personnage, c'est une injustice, personne ne m'aime. Et on revient à la mélancolie dont je vous parlais au début. Des historiens italiens et français, Brodel aussi, que je venais de citer, tentent de refuser l'équation automatique. Déclin politique, économique égale décadence intellectuelle, culturelle et repli du rayonnement artistique. Je ne vais pas essayer de les contredire sur ce terrain. Il n'y a probablement pas de corrélation immédiate entre le pouvoir politique et l'éclat des artistes et hommes de culture d'un pays. Mais aujourd'hui, le handicap d'une économie en équilibre précaire, la place réduite offerte aux chercheurs, la faiblesse des universités scientifiques, l'abandon de talents naturels qui s'expatrient, le retrait d'une langue qui devient tout à fait mineure, les investissements culturels, archéologie, cinéma, etc., qui se réduisent tous les ans. Tout cela justifie l'angoisse. Quant au rapport et aux échanges avec la France et les autres pays européens, comment ne pas adhérer à une réaction d'agacement quand on voit se célébrer des qualités ou des défauts qui, d'après nous, ne correspondent pas à la réalité? Je vais donc, à la fin de ce petit discours, me sentir tout à fait italienne pour vous adresser et terminer sur une supplique. Regardez l'Italie avec des yeux neufs. Et je vais exprimer un espoir. Essayez d'écouter les Italiens. C'est souvent déstabilisant. Ils parlent d'eux-mêmes de manière à la fois subtile et autolésionniste, qui est un néologisme italien, c'est-à-dire ils battent leur coulpe avant qu'on leur demande quoi que ce soit.
Ils sont déstabilisants, mais vous les comprendrez mieux. Vous savez, il n'est pas bon d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Merci. Merci, merci Teresa pour ce beau texte, comme vous l'avez vu, qui est à la fois son regard, sa perception, sa sensibilité, on l'a bien compris, sur l'Italie, mais aussi une tentative d'explication de l'Italie à nous, Français. Alors, on a retenu quelques thèmes pendant quelques minutes que nous avons ensemble pour cette conversation, mais je vais commencer par un petit point qui peut paraître anecdotique, mais qui, d'après moi, ne l'est pas. De quoi s'agit-il ? Teresa et moi, on se connaît et on se tutoie dans la vie. Et beaucoup pratiquent ainsi. C'est par exemple en France le cas des responsables politiques, mais aussi justement des intellectuels, des experts. Mais lorsque on va par exemple chez Jean-Noël Jeannet à Concordance des Temps, quand Jean-Noël m'a le bonheur et le plaisir et une très bonne raison de m'inviter, il me dit surtout quand tu rentres dans le studio, on se vous voit. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres, pas simplement pour toi, Jean-Noël, mais pour beaucoup d'autres émissions de radio et télévision. En Italie, les responsables politiques, les intellectuels, les experts se tutoient et quand ils arrivent dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, ils vont continuer à se tutoyer. Alors, c'est une première réflexion, mais j'en ai une deuxième aussi sur ce tutoiement. Est-ce que tu crois qu'il s'agit là d'une hypocrisie française ou au contraire d'un respect de règles, car l'argument en France est de dire qu'il ne faut pas faire apparaître une forme de complicité, alors qu'encore une fois tout le monde se connaît, et est-ce qu'il n'y a pas de ce point de vue-là une plus grande simplicité italienne? Et puis deuxième réflexion sur ce tutoiement, et donc je continuerai moi à tutoyer à l'italienne. Là on va se tutoyer à l'italienne, et on ne va pas passer au vouvoiement, de toute façon on va se tromper rapidement. Donc il y a un deuxième point qui me marque beaucoup pour vivre en Italie très fréquemment, c'est Sergio Romano, grand historien, dès 1977, dans un texte, l'avait remarqué, c'est la généralisation du tutoiement, notamment quand vous vivez dans le sud, à partir de Rome. C'est-à-dire que vous allez pour la première fois dans un magasin chez votre boucher, immédiatement, il vous tutoie. Quand même assez étonnant. Mais en même temps, ça s'accompagne d'une inflation de titres. Alors moi, je suis très content parce que jamais mes étudiants m'appellent professeur. Mais en Italie, professeur et professeur. Ou alors dans la forme contractée à Rome, prof. Alors prof, bon. Mais on est aussi évidemment avvocato, ingegnere, dottore. Tout le monde est dottore en Italie. Alors, comment tu perçois à la fois cette différence ? Comment tu vois justement cette pratique du tutoiement qui parfois pour un Français met mal à l'aise parce que quand on rencontre par exemple un personnage très important ou une personnage très importante, évidemment on commence par le vouvoiement et tout de suite c'est le tutoiement. Comment tu interprètes ça? Qu'est-ce que ça révèle à la fois de l'Italie et puis peut-être aussi de ce jeu de miroir que tu as voulu nous proposer sur les rapports franco-italiens? Alors, j'improvise parce que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus. À mon avis, l'Italie, qui pendant des siècles a été soumise à des seigneurs divers, avait multiplié les eccellenza, ella disse, lei dice, et c'était la troisième personne du singulier à laquelle on s'adressait avec une révérence absolue, schiavo vostro, servitore suo, et vous trouvez ça dans toutes les pièces, dans toutes les comédies, dans toute la littérature. Donc je pense qu'après, il y a eu le fascisme, qui a décidé que ce ella, lei, troisième personne du singulier, était servile et ridicule, et a voulu imposer le voi, vous. Quand le fascisme a disparu, le voi ne pouvait plus être utilisé et en plus c'était très innaturel pour un Italien le vous, deuxième personne du pluriel. Donc il ne restait que deux solutions, ou revenir au ella, lei, signore mio, schiavo vostro. À propos, vous savez d'où vient ciao? Ciao vient de slavo.
Slavo étaient à peu près esclaves slavons des Vénitiens. Et par déformation, Slavo vostro, donc serviteur, Slavo ciao, ça est devenu ciao. Donc le ciao, c'est je suis votre serviteur. Mais voilà, donc je pense que ensuite il y en a eu marre de ce côté cérémonieux du lei. Et là, on ne pouvait pas revenir au voi, et le tu a été quelque chose d'affectueux qui s'est répandu. Alors le cérémonial reste toujours, puisque pour les députés, on les appelle onorevole, c'est-à-dire honorables. Et mon plus grand regret dans ma vie, c'est le fait de ne pas avoir pu être président d'université, parce que quand on est président d'université... Ça va venir, hein, ça va venir. Non, si, j'ai des informations, ça va venir. Et en Italie, le président d'université est un rettore, et on lui écrit al magnifico rettore. Et ce qui ne veut pas dire le magnifique, mais le très grand recteur. Donc malheureusement, je ne pourrai jamais porter ce titre. Alors, deuxième... Il dit ça pour le devenir, en fait. C'était un appel, bien sûr. Merci, Teresa, d'avoir souligné le message. Je vais faire ce que je peux. La deuxième réflexion, en t'écoutant aujourd'hui, et puisque tu as l'amabilité de me donner ce texte, ça m'a permis de réfléchir. Tu as beaucoup insisté, tu as tout à fait raison, sur la diversité. Je crois que tu as bien fait de dire à nos amis français qu'ils perçoivent l'Italie comme une Italie. D'ailleurs, ça a été au Conseil scientifique un des grands sujets de discussion. Est-ce qu'on allait retenir l'Italie ou les Italies? Et tu insistes beaucoup sur cette diversité. Mais dans ton texte aussi, tu montres tout ce qui, quand même, fait partie des éléments d'unité italienne. Il y a une sorte de dialectique qu'il faut maintenir en permanence. Et il y a un très beau livre d'un philosophe italien qui s'appelle Remo Bodei, qui a publié un livre qui s'appelle en italien « Noi diviso », c'est-à-dire « nous ». C'est très dur à traduire en français parce que ce n'est pas divisé au pluriel. Et justement, il l'a mis au singulier, c'est « nous » et en même temps « divisé ». Et cette dialectique, je crois, elle est très importante. Et elle est présente dans ton texte. Il y a beaucoup d'éléments de diversité, il y a des éléments d'unité. Et je m'interroge, moi, si vous n'êtes pas, vous, en ce moment en Italie, saisi par un nouveau moment d'affirmation peut-être d'une unité nationale. Je ne pense pas simplement au discours de tel ou tel responsable politique, mais comme s'il y avait une sorte de frémissement de nouveau, comme ça a été le cas parfois dans l'histoire italienne, d'essayer de s'affirmer comme Italien. Je pense que tu as raison. Mais je pense que ça oscille entre l'exaspération de la division, parce que quoi qu'il arrive, entre un Sicilien et un Vénitien, il y a autant de différences qu'entre un Italien et un Suédois. Mais je pense que ça oscille énormément. Alors il y a des éléments qui ont construit l'Italie de l'après-guerre. Je parlais de l'Autostrada del Sole. Il y a eu une autoroute qui a traversé l'Italie, et à partir de ce moment, ceux qui pouvaient se permettre une petite Fiat, ils ont engouffré toute leur famille dans la Fiat avec le chien, la grand-mère et tout ça, et ils ont traversé l'Italie, et ils ont dit, ça y est, on a un pays. La télévision a eu ce même rôle, en simplifiant la langue et en faisant en sorte que tout le monde comprenne la même chose, mais il y a tellement de raisons de division qui ne s'apaisent que quand il y a un match de football où tout le monde se sent italien. Effectivement, même les expatriés qui vivent si bien à Stockholm, à New York ou en Australie, ils se sentent italiens devant le calcio et l'équipe de football. Ou alors, quand il y a un ennemi, c'est pour ça que les politiques populistes ou pas d'ailleurs, arrivent à recompacter leurs électeurs devant un ennemi. Quand il y a un ennemi, on se sent italien. Sinon, non. Alors, autre chose, tu as cité deux auteurs italiens qui ne sont pas toujours très connus en France. L'un, un grand intellectuel triestin, Claudio Magris. Bon, certains d'entre vous ont peut-être lu ce très beau livre qui s'appelle Danube, qui était tout un voyage le long de l'Europe centrale, puisque c'est une de ses spécialités. Puis alors, un autre écrivain, je sais que tu es très attaché, tu as lu ce long poème, Alberto Arbasino, et j'ai vérifié, alors lui, il est vraiment peu connu en France, et son dernier livre a été traduit dans une très bonne maison d'édition, Gallimard, en 1997. Donc ça fait vraiment très longtemps c'est très très loin. Et alors,
tu as beaucoup insisté dans les vers que tu as cités sur un paese senza memoria, donc un pays sans mémoire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir l'exact opposé? Est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir que c'est un pays qui a presque un trop-plein de mémoire, précisément à cause des divisions que tu as indiquées, et je pourrais en rajouter beaucoup d'autres. Encore aujourd'hui, une mémoire divisée sur le risorgimento, une mémoire divisée sur le fascisme, entre fascistes et antifascistes, une mémoire divisée sur la présence en Italie du plus puissant parti communiste de l'Europe occidentale, donc entre communistes et anticommunistes, entre les cléricaux et les laïcs, qui a parcouru tout le 19e siècle, c'est un peu atténué au 20e, mais quand même présent. Et puis pensons aux années de plomb, avec encore aujourd'hui cette mémoire très très divisée entre ceux qui ont participé aux attentats, qui ont posé des bombes, qui ont tué, et les victimes de ce terrorisme noir ou rouge. Et puis encore, prenons un autre exemple, qui n'est pas encore un fait mémoriel, mais qui le deviendra, la mémoire entre les pro-berlusconiens et les anti-berlusconiens. Comme toi, il m'est arrivé de ne pas pouvoir rester à table parce qu'il y avait les pro-berlusconiens et les anti-berlusconiens dans un dîner qui étaient prêts à en venir aux mains. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement un pays, non pas sans mémoire, mais qui est justement dans une inflation de mémoire? L'Italie est un casino, oui. L'Italie est un bordel. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Pour simplifier, je pense que Arbasino donnait à la mémoire d'un pays est une mémoire qu'on peut partager, qui vous protège comme une grande ombrelle, qui vous protège du soleil ou de la pluie comme une grande ombrelle. Alors cette mémoire-là, unifiante, je crois qu'il a raison, elle n'existe pas. Alors il existe des mémoires qui se superposent, mais qu'est une mémoire historique si vous ne pouvez pas la partager avec votre voisin? Ça n'est pas une mémoire protectrice, ce sont des accumulations de faits, ce qui fait de ce pays et de son histoire quelque chose de très tumultueux. Et si j'ai un peu trop insisté peut-être ce soir là-dessus, c'est parce que à un public français, je voulais faire sentir cette espèce de tumulte désordonné qu'est le pays. On pouvait penser dans deux décennies heureuses, les années 50 et les années 60, que ça allait s'apaiser. Ça ne s'est pas apaisé du tout et le tumulte est toujours là. Alors, autre réflexion qui m'est venue en t'écoutant, donc en te lisant, en t'écoutant, c'est que j'ai été quand même frappé d'une grande absence, qui est celle de l'Église catholique et du catholicisme. Alors, elle était présente au départ avec ton ami italien qui t'interpellait sur cette affiche, mais quand même, c'est quelque chose de très important. Et pour le public français, là, on est au cœur parfois de très grandes difficultés de compréhension. C'est le fameux paradoxe de la proximité qui a été souvent souligné dans le rapport entre nos deux pays. Je voudrais prendre 3 petits exemples pour vous montrer à la fois l'importance, selon moi, de l'Église catholique en Italie dans le passé jusqu'à nos jours, et aussi les difficiles relations de ce point de vue-là, que, en tout cas les mésententes ou les incompréhensions qui peuvent exister entre Français et Italiens. Je cite pour la 2e fois l'historien Sergio Romano qui, dans son livre « La foi et le pouvoir, le Vatican et l'Italie de Pie IX à Benoît XVI », explique comment, au tout début, il part d'un petit fait de sa vie quotidienne. En l'occurrence, à 25 ans, nous sommes en 1954, il rentre dans la diplomatie italienne et on lui demande de prêter serment de fidélité à la République. Or, ce serment de fidélité se fait sur la Bible et il en est choqué. Deuxième réflexion, deuxième exemple, et vous m'excuserez de me prendre comme justement interlocuteur. Je suis le 13 mars 2013 à Rome, à la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, l'école nationale d'administration. C'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à voir avec notre ENA. Et je devais faire une conférence pour les jeunes préfets et sous-préfets. On m'avait invité à le faire. La directrice m'accueille, elle me donne évidemment du titre, professeur. Et professeur, qu'est-ce qui se passe? On va être obligé de déplacer un peu le début de la conférence. Et pourquoi? Nous sommes le 13 mars 2013, on attend les résultats
de l'élection du pape. Et effectivement, le pape François va apparaître au balcon du Vatican, de Saint-Pierre, et va s'adresser aux fidèles. Et à la fin, il bénit la foule. Toute l'assistance au sein de l'École nationale d'administration, la directrice, son staff, les étudiants qui étaient là, les préfets, futurs sous-préfets, se signent. J'étais le seul à ne pas le faire. Et je me suis dit, est-ce que cette scène serait imaginable à l'École nationale d'administration française? Troisième exemple, il est ici au rendez-vous de Blois. Je participe à une table ronde, je l'anime, autour de la question des années de plomb. Et un des intervenants rappelle l'événement tragique de l'enlèvement, de la séquestration et de l'exécution du démocrate chrétien Aldo Moro par les Brigades Rouges. Et il montre une statue qui a été érigée dans la ville d'origine d'Aldo Moro, qu'il commence à analyser, et il ajoute à un moment donné qu'il y a en cours un processus de béatification d'Aldo Moro. La moitié du public sourit comme vous êtes en train de le faire. Et mon voisin italien intervenant me dit, tu vois, vous êtes vraiment un pays laïque, les rires ou les sourires qui ont eu lieu dans cette salle étaient inimaginables en Italie. Alors, du coup, comment tu réagis à cela? Comment tu vois cette influence de l'Église catholique? Comment tu vois ce catholicisme aujourd'hui? C'est-à-dire que par rapport à cette affiche, finalement, est-ce qu'elle était pas mal choisie? Est-ce qu'elle n'était pas simplement... C'est pour me faire réinviter dans le comité scientifique au rendez-vous de Blois que je fais ça. Un peu de brosse à reluire ne fait jamais de mal. Et puisqu'on était justement divisé au conseil scientifique et qu'elle a été critiquée comme par ton ami italien, est-ce que finalement elle n'est pas si mal vue? Alors, l'Italie est comme l'Espagne d'ailleurs, ces pays qui ont été extrêmement religieux, où la religion s'infiltrait dans la vie des familles de manière presque vraiment exagérée, à mon avis, sont des pays qui ont aujourd'hui un refus de la religiosité. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous pouvez le chercher. Je crois que depuis 30 ans, le nombre de baptêmes d'enfants, déjà ils ne sont pas nombreux, mais des enfants qui naissent chutent horriblement. La pratique religieuse a pratiquement disparu. Les églises sont vides même les soirs de Noël, chose qui n'arrive jamais en France. Et la référence dans une vie familiale à la religion est de plus en plus rare. Ajoutez à cela, cette espèce d'éloignement, parce que ce n'est pas un refus violent de la religion, mais cet éloignement de la religion qui ne s'infiltre plus dans la vie quotidienne avec naturel est aussi passé sous le rouleau compresseur du berlusconisme et de ces années de richesse, puisque la richesse est arrivée assez vite pour la bourgeoisie, et on fait de ce pays quelque chose de moins en moins, où la dimension spirituelle a pratiquement disparu et où l'esprit de consommation a rejoint des pics incroyables avec une espèce de jouissance qui était le contraire de tout esprit religieux. Je le dis avec une certaine tristesse. J'ai, dans ma jeunesse, eu un prix de théologie. J'ai été invitée au Vatican. Pardon, vous m'entendez pas. Et je le dis avec une certaine tristesse. Ça faisait partie de la vie italienne. À mon avis, ça n'en fait plus partie. Quant à ceux qui regardaient à l'ENA et l'ENA italienne l'élection du pape, je te crois, mais enfin c'était quand même bizarre. Peut-être qu'un ou deux de ceux-là ont dû se signer et puis les autres ont dû dire bon, faisons ça pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est peut-être un mouvement moutonnier. Je ne sais pas, ça m'étonne. Alors, dans les enquêtes faites par les sociologues, nos amis sociologues italiens, 85% des Italiens se disent encore catholiques. Mais là où je te rejoins, c'est que la fréquentation des églises a beaucoup changé. Il y a une crise des vocations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises fermées. Il n'est pas rare de voir des prêtres latino-américains, des prêtres africains maintenant officiers. Mais en même temps,
toi, tu ne crois pas qu'il reste une sorte de vieux fond qui, quand même, alors n'a plus la même importance que dans les années 50, lorsque, par exemple, l'Église catholique excommunie les communistes, essaye d'influencer le Parti de la démocratie chrétienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas surtout, je te pousse un peu là-dessus, Teresa, par rapport au fait que maintenant, il y a 2 autres religions en Italie, la religion orthodoxe, puisque la première des communautés parmi les plus de 5 millions d'immigrés réguliers en Italie est roumaine et donc orthodoxe, plus d'1 200 000 Roumains. Et puis l'islam, est-ce qu'il ne va pas y avoir de ce fait-là une sorte de reprise un peu, j'allais dire, de référence, du catholicisme comme référence? Je ne le crois pas. Je crois que le phénomène orthodoxe est très intéressant, mais il y a des églises qui, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais enfin qui ont décidé d'être des églises de culte orthodoxe, et celles-là sont pleines. Il y en a 2 à Milan, on a du mal à trouver de la place dans ces églises. À côté, à 50 mètres plus loin, une église catholique est vide. Donc c'est un constat, et je crois que la déchristianisation de l'Italie est un phénomène très très évident. Ton texte est marqué par une inquiétude. On l'a senti, on l'a presque senti aussi dans ta voix, sur, on pourrait presque, je vais employer un mot fort, ce déclin italien que les économistes enregistrent, mais aussi une partie des sociologues et des historiens. Ça t'inquiète, on l'a bien senti, ça t'alarme, ça te désespère parfois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et en même temps, dans ton propre texte, on voit cet incroyable talent italien. C'est vrai, tu l'évoques. Il y a énormément d'étudiants italiens et de jeunes professionnels italiens qui sont recrutés immédiatement dans toute l'Europe. Dans tous les projets de recherche au niveau de la Commission européenne, les Italiens triomphent. C'est dire la capacité de ce pays. Tu as cité le cinéma, mais il y a un renouveau d'un jeune cinéma italien, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Pietro Marcello et tant d'autres, même des jeunes femmes comme Alice Rohrwacher, par exemple, qui renouvellent le cinéma italien. Finalement, est-ce que tu tournes du côté du pessimisme en voyant tous ces facteurs qui effectivement sont inquiétants pour l'Italie, ou cette capacité incroyable de ce pays dans son histoire, à chaque fois qu'on pensait qu'elle était en train de tomber au fond du gouffre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, cette capacité de se relever, cette adaptabilité dont tu as parlé, cette inventivité, cette créativité, ce génie italien? Alors, je le répète, je crois que l'Italie a un génie pour se rétablir et que les Italiens, en général, du nord, du sud, du centre, s'adaptent au changement de vie. Et c'est une espèce de gymnastique à laquelle la politique italienne si tumultueuse les contraint. Donc, ils sont adaptables, souples, intelligents, courageux et exilés, parce que tous ces Italiens qui sont dans les universités du monde entier, eh bien, ils y restent. Ils ne reviennent pas en Italie. Si je voulais transmettre à nos auditeurs cette angoisse que les intellectuels italiens clament et qui n'est pas écoutée à l'étranger, c'est que, bien sûr, ce pays a des qualités dues aussi aux adversités à traverser, mais que ces qualités, elles s'en vont, elles se diluent dans la planète. C'est un peuple qui sait partir, qui a un don pour partir, mais le pays se vide. Et tu penses que de ce point de vue-là, il y a une grande responsabilité des élites dirigeantes italiennes de Je pense qu'il y a une grande responsabilité des politiques depuis des décennies, de tous les bords. Ils n'ont pas compris à quel point il était important d'investir dans les jeunes, dans les intellectuels, dans les universités, dans la recherche scientifique, dans les trésors du patrimoine, qui eux aussi s'écroulent assez souvent, et donc qui ont méprisé ce qui faisait la richesse du pays. Il faut toujours investir là où on est fort, là où on est bon. Et les énergies se sont dispersées
de manière absolument insensée. Et des villes magnifiques se sont enlaidies. Je pense que la responsabilité envers la jeunesse italienne est très très grande. Alors, il faut bien se débrouiller. Donc, ils partent avec leur ordinateur dans leur... ils s'installent à Berlin, à Paris, à Londres. Ils y restent. Si tu me permets, je vais raconter une petite anecdote pour comprendre ce génie italien. Vas-y. Ça ne va pas me rajeunir. En 1986, j'arrive à Florence pour être à l'Institut universitaire européen de Florence. Et le premier soir, je suis dans un restaurant tout seul. Et à côté, il y avait un monsieur qui était en train de regarder des photographies de chaussures. Et au bout d'un moment, je lui parlais. Et c'était quelqu'un qui venait acheter des chaussures en Toscane. Et au bout d'un moment, on commence à converser. Et à l'époque, les années 80, il y avait encore une grande industrie de la chaussure en France, dans le Pays Basque et au Béarn. Et je lui demande, mais pourquoi vous n'allez pas chercher des chaussures en France? Il me dit, c'est très simple. Quand j'arrive en France et que je vais chez le fabricant de chaussures dans le Béarn ou au Pays Basque, je lui dis, vos chaussures, là, elles sont magnifiques, mais la boucle à gauche, ça ne va pas, je le voudrais à droite. Le Français me dit, ah ben non, si elle est à droite, c'est comme ça. J'arrive en Toscane et je dis, vous avez mis la chaussure avec une boucle à gauche, je la veux à droite. L'Italien me répond, mais c'est génial, j'y avais pas pensé, mais c'est extraordinaire, mais bien sûr que vous avez raison, vous en voulez combien? Mais je vous l'ai fait immédiatement. Et ce jour-là, j'ai compris ce que c'était effectivement ce génie, cette capacité d'adaptation italienne. C'est absolument vrai, c'est comme ça dans tous les domaines. Alors, je voudrais qu'on termine, parce que je sais que vous êtes tous impatients de savoir ce que Jean-Noël Jeannet va nous annoncer tout à l'heure, c'est-à-dire quel sera le thème de l'année prochaine. Mais avant, je voudrais revenir sur un point auquel Teresa Cremisi a fait allusion lorsqu'elle a parlé d'un sondage que nous avons présenté ensemble, Teresa et moi, dans le cadre d'une série d'initiatives qu'on appelle les dialogues franco-italiens pour l'Europe, qui sont faits par Sciences Po et l'Université de la Louis à Rome. Et j'ai commandé un sondage fait par Ipsos France et Italie sur la perception réciproque des Français et des Italiens. Et Teresa vous a dit, les Français à 60% ont de la sympathie, de l'empathie et une 64%. image... 64%. C'est là où je me fais reprendre. Mais elle n'a pas cité une autre donnée, 38% des Italiens ont désormais, en tout cas quand on a fait l'enquête au mois de juin, de l'antipathie pour la France et les Français. 38%. Alors, comment tu analyses ce résultat? Est-ce que tu penses que c'était lié juste à la conjoncture au moment où on a fait ce sondage, à un moment de grande tension franco-italienne? Ou est-ce que tu y vois quelque chose de plus profond et ça te permettra, et ce sera la conclusion de notre conversation, tu sais combien je souhaiterais qu'elle se prolonge. Oui, mais Jean-Noël est impatient. Oui, Jean-Noël va nous... Mais, et puis le public sera las. Mais comment, justement, à partir de cette enquête qui t'a surpris, comme elle nous a tous surpris quand on a dévoilé ces résultats, quand on a eu les résultats, finalement, qu'est-ce que tu penses que ça révèle, sur le fond, au-delà de la conjoncture, des rapports franco-italiens? Alors, le sondage est encore pire que ce que nous venons de vous dire. C'est-à-dire que quand on demande aux Français quelles sont les principales qualités qu'ils reconnaissent aux Italiens, elles sont enthousiastes. Enfin, la description de ces qualités, inventivité, sympathie, drôlerie, juste un peu filou sur les côtés. Et quand on demande... un peu mafieux, oui, plus que filou. Mais enfin... C'était acceptable, je crois, 8% ou 10%. Et quand on demande aux Italiens pourquoi vous trouvez les Français antipathiques, eh ben, arrogants, etc. Donc tous les clichés aussi qui sont collés à l'image du Français d'aujourd'hui. Je crois que... Moi, j'étais moins surprise que vous de ce résultat, parce que je vis souvent en Italie, enfin, en ce moment j'y passe beaucoup de temps, et je sens monter une véritable antipathie depuis une dizaine d'années, à peu près une dizaine d'années. Donc ce n'est pas Macron, ce n'est pas la politique actuelle. Depuis une dizaine d'années, ça monte. Je pense que les complexes d'infériorité, en ce sens, pèsent, on se sent humilié et on aime moins le voisin qui réussit ou qui croit réussir. Et en même temps,
Les Italiens sont tellement attachés à ce que pensent les Français. Il suffit qu'un homme politique dise quelque chose en France, vous avez la une d'un journal. La même chose, la réciproque n'arrive jamais. Donc je pense que, pour résumer, la sympathie des Français pour les Italiens est quelque chose de traditionnel qui restera, qui est dû à l'admiration, à la culture, à la beauté des paysages, à l'amour du cinéma, à l'amour de la gastronomie, etc. Et j'espère que l'antipathie assez virulente actuelle des Italiens pour les Français s'atténuera. Je n'en suis pas sûre, je n'ai pas de boule de cristal, mais il faut en tenir compte. Les Français sont le pays pour les Italiens le plus antipathique au monde, ce qui quand même est absurde. Absurde. Malgré, évidemment, ces rendez-vous de bois, certainement... vont améliorer les choses. Voilà, c'est ce qu'il faut espérer. Je suis sûre qu'on va améliorer les choses. Grazie mille. Nous l'avons bien choisi, notre présidente. Merci aussi à Marc d'avoir, par ces conversations, permis que tant de choses précieuses soient dites. Je crois que vous savez probablement que maintenant, il est d'usage que je vous dise le sujet de l'année prochaine. Je sais que vous aimez assez que, par quelques circonvolutions, je vous fasse... Non, ah non, je me trompe. Parce qu'il y a quelque chose de brutal dans l'annonce. Et vous aimez ici, je le sais, la tendresse, la subtilité, le long chemin qui permet de conduire vers une vérité brute. Mais du coup, je vais occuper l'espace, avant que je vous le dise, pour remercier Francis Chevrier et son équipe. Je suis suffisamment proche pour savoir à quel point nous leur sommes redevables et assez loin pour pouvoir le dire. Cher Francis, je n'ai pas fait ça souvent, mais j'ai envie que tous nous vous disions merci à vous et à ceux qui vous entourent. Applause! Bon, maintenant, fini de jouer, ce serait absurde de laisser vos impatiences continuer de croître et de me mettre à avoir le goût de ne pas vous dire le sujet, ce qui vous chagrinerait. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est un verbe. Déjà une indication. Voilà, nous avons choisi comme sujet pour l'année prochaine gouverner. Je vous laisse rêver à toutes les déclinaisons possibles de ce thème. Je pense que nous ne nous ennuierons pas. À vrai dire, j'en suis sûr. Et avant de vous quitter, eh bien, il y a une autre expression de gratitude que je veux un instant marquer. C'est à l'égard de vous tous. Je vous assure que tous ceux qui viennent ici pour la première fois restent assez stupéfaits par le climat que vous créez. Il y a quelques frustrations, quelques critiques, bien sûr, dont nous essayons de tenir compte pour l'année suivante. Mais au total, et les étrangers qui viennent ici pour la première fois, on me le disait tout à l'heure, les Italiens par exemple, qui pourtant ne nous aiment pas beaucoup apparemment, ils adorent Blois, ce qui ne donne que plus de prix, évidemment, à leur affection. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique. Il y a maintenant 18 ans que j'ai le privilège d'occuper cette fonction. Je suis à peu près à mi-chemin de mon mandat. Mais je suis assez expérimenté pour vous dire que vraiment, il se passe quelque chose ici de rare et que cela, c'est votre fait. Et comme je ne commence pas un discours, ce n'est pas une manière de conquérir votre attention ou votre approbation, captatio benevolentiae, c'est simplement l'expression toute simple, toute brute, d'une immense gratitude et d'une grande affection. À l'année prochaine!